Mon téléphone a vibré violemment contre le marbre noir poli de mon bureau. J'étais assis dans mon bureau d'angle, au 40e étage. L'horizon de Seattle s'étendait derrière moi, sous une nappe de nuages gris et une pluie incessante. J'ai décroché le téléphone, m'attendant à une rapide mise à jour de mon équipe d'ingénieurs, ou peut-être à une confirmation de dîner. Au lieu de cela, j'ai vu un nouveau message dans la discussion de groupe familial. C'était un fichier vidéo, envoyé par mon frère cadet, Baxter. J'ai tapé sur l'écran, et mon monde entier a cessé de tourner. La vidéo a commencé avec un angle de caméra tremblant, se concentrant sur la lourde porte en acier de mon laboratoire souterrain. La porte avait été forcée. La caméra a balayé l'intérieur, révélant le sanctuaire que j'avais passé 5 ans à construire. Mais ce n'était plus un sanctuaire. Mon père, Orson, se tenait au centre de la pièce, tenant une énorme masse. Il l'a balancée en arrière, et l'a abattue avec une force écœurante, directement sur mon prototype de serveur quantique. Le son du métal qui craque et du verre qui se brise a résonné à travers le haut-parleur de mon téléphone. Puis est venue la voix de ma mère, Sibylle, aiguë et dégoulinante d'un venin absolu. Les ordures n'ont pas leur place ici. Cléo dit, cette horrible odeur chimique gâche le plaisir de toute la maison. Nous allons nous débarrasser de cette camelote une bonne fois pour toutes. J'ai regardé, paralysé, mon père donner un autre coup. Il a fracassé le système de refroidissement liquide. Le liquide de refroidissement s'est répandu sur le sol, s'accumulant autour des restes brisés d'un cluster de traitement graphique d'une valeur de 40 000 $. Il a abattu le marteau sur mes moniteurs personnalisés, brisant les écrans incurvés coûteux en un enchevêtrement de toile d'araignée déchiquetée. Derrière la caméra, j'entendais Baxter rire. C'était ce rire suffisant et haletant qu'il utilisait toujours, lorsqu'il pensait avoir gagné quelque chose. Des bulles de notification sont apparues au bas de l'écran. Ma mère a envoyé en rafale 5 emojis rieurs. Baxter a envoyé un message qui disait « Il est temps de grandir, Julian. Tu ne peux pas garder tes jouets de geek chez nous pour toujours. Cléo a besoin de l'espace pour son studio de yoga. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. Je n'ai pas non plus tapé un long paragraphe, les suppliant d'arrêter ou leur expliquant qu'ils étaient en train de détruire une technologie de pointe d'une valeur de plus de 100 000 $. J'ai simplement fixé l'écran, regardant l'eau s'écouler des serveurs détruits, en boucle continue. Ce laboratoire n'était pas seulement un hobby. C'était l'œuvre de ma vie. Les données sur ces serveurs représentaient d'innombrables nuits blanches, des algorithmes complexes, et des conceptions d'infrastructures qui alimentaient actuellement la moitié des réseaux de télécommunications de la côte ouest. Mais pour eux, ce n'était que des ordures. J'étais juste le mécanicien bizarre qui aimait les fils. J'ai pris une lente et profonde inspiration, laissant l'air froid du bureau climatisé emplir mes poumons. J'ai fermé les yeux pendant 3 secondes. Quand je les ai rouverts, le fils blessé, qui voulait juste l'amour de ses parents, était mort. J'ai regardé la discussion de groupe une dernière fois, et j'ai tapé un seul mot. Compris. J'ai posé le téléphone face contre le marbre. J'ai pris mon stylo plume argenté, j'ai attiré vers moi les dernières pages du contrat d'infrastructure d'1,2 milliard de $, et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Julian, vice-président exécutif de l'ingénierie matérielle. Il pensait qu'il venait de se débarrasser des ordures d'un perdant pathétique. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'allumer une allumette dans une poudrière, et j'étais sur le point de verrouiller les portes. Le véritable monstre venait d'être libéré. Pour comprendre pourquoi un homme s'assoirait tranquillement dans un bureau de luxe, pendant que son propre sang détruisait l'œuvre de sa vie, il faut comprendre le musée de douleur dans lequel j'ai grandi. J'avais 32 ans, mais aux yeux de ma famille, j'étais toujours l'enfant invisible. J'étais le joueur polyvalent, le bruit de fond, celui qui n'était reconnu que lorsque quelque chose avait besoin d'être réparé. Baxter, d'un autre côté, était l'enfant prodige. Il avait 2 ans de moins que moi, béni d'un sourire éclatant, d'une carrure athlétique, et d'une langue d'argent capable de charmer un serpent hors de son panier. Il était passé maître dans l'art de ne rien faire, et d'être loué pour cela. Je me souviens de la foire scientifique d'État, quand j'avais 18 ans. J'avais passé 6 mois à construire une mini-centrale solaire fonctionnelle. Je suis resté dans ce gymnase résonnant pendant 4 heures, serrant ma cocarde bleue de première place, attendant que les doubles portes s'ouvrent, et que mes parents entrent. Ils ne sont jamais venus. Quand je suis finalement rentré sous la pluie, portant mon projet dans un sac poubelle pour le garder au sec,
je les ai trouvés dans l'allée. Ils prenaient des photos de Baxter posant devant une berline d'occasion en piteux état, qu'il venait de lui acheter parce qu'il avait réussi à passer son cours de maths avec un C-. Ma mère a à peine regardé ma cocarde. Elle m'a juste dit d'aller me laver les mains, parce que la graisse sur mes doigts était dégoûtante. Baxter ne m'a jamais laissé oublier ma place. Sa blague préférée, lors des réunions de famille, était de me présenter comme l'homme à tout faire de la famille. Julien n'est qu'un électricien sale, disait-il, en me tapant sur l'épaule, tandis que ses amis riaient. Regardez-moi, je suis dans la vente. J'ai un brillant avenir. Julien, lui, aime juste jouer dans la terre. Mais le véritable cauchemar a commencé, quand Cléo est entrée en scène. Cléo était la nouvelle femme de Baxter. Elle était obsédée par les médias sociaux, les faux sacs de créateurs, et la projection d'une image de richesse qu'aucun d'eux ne possédait. Dès le moment où elle m'a rencontré au dîner de Thanksgiving l'année dernière, elle s'est donnée pour mission d'établir sa domination. J'étais venu directement du centre de données, et je portais un pull gris délavé. Cléo m'a regardé de haut en bas, la lèvre retroussée de dégoût. « Tu sais, Julien, dit-elle bruyamment à travers la dinde, s'assurant que toute la table puisse entendre. Tu apportes vraiment une lourde énergie de perdant dans la pièce. C'est épuisant. Peut-être que si tu essayais de t'habiller comme si tu avais réellement un avenir, tu ne serais pas si déprimant à côtoyer. » Mes parents venaient de ricaner. Mon père m'a dit de prendre la critique de manière constructive. Je suis resté assis là, mangeant ma purée de pommes de terre en silence, ruminant l'humiliation. Vous êtes-vous déjà éreinté au travail? Avez-vous bâti un empire en silence, juste pour que votre propre sang vous regarde avec une pitié absolue? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous, car je sais qu'il y a beaucoup d'enfants invisibles qui comprennent ce type exact de souffrance silencieuse. Je ne leur ai jamais dit ce que je faisais vraiment dans la vie. Je les ai laissés penser que j'étais un humble technicien de support, gagnant le salaire minimum. Je pensais que si je restais discret et que j'acceptais leurs abus, ils finiraient par voir mon cœur et m'aimer pour ce que j'étais. Mais en regardant cette vidéo de la masse écrasant mes serveurs, j'ai réalisé l'amère vérité. Vous ne pouvez pas gagner le respect de personnes qui sont déterminées à vous mal comprendre. Mais il y avait un secret, une bombe à retardement massif de secrets, que j'avais gardé caché pendant 3 longues années. Un secret enterré juste sous le plancher de la maison même où Baxter et Cléo dormaient. Il y a 3 ans, avant les sacs de créateurs et le faux style de vie aisé, Baxter est venu à mon appartement, sanglotant comme un enfant. Il avait été renvoyé de son 3e emploi de vendeur en 2 ans. Il avait vidé ses cartes de crédit, et son propriétaire venait de lui signifier un avis d'expulsion. Il était complètement fauché, et mes parents, qui avaient passé toute leur vie à vivre au-dessus de leurs moyens pour le gâter, ne pouvaient pas se permettre de le renflouer. J'aurais pu le laisser tomber. J'aurais dû le laisser apprendre sa leçon. Mais malgré tout, c'était mon petit frère. Je me souvenais de lui avoir appris à faire du vélo. Je me souvenais de l'enfant qui m'admirait, avant que le monde ne lui dise que j'étais un perdant. Alors, j'ai fait quelque chose d'incroyablement stupide. Poussé par un besoin désespéré et pathétique d'être un bon grand frère, je suis allé voir mon gestionnaire de patrimoine, et j'ai créé une société à responsabilité limitée anonyme. J'ai pris une part massive de mes options d'achat d'actions, je les ai encaissées, et j'ai acheté une belle maison de 3 chambres, dans un quartier résidentiel tranquille. J'ai payé en espèces. J'en étais le propriétaire, sans aucune dette. J'ai engagé une société de gestion immobilière pour servir d'intermédiaire, et j'ai proposé un bail à Baxter. Les termes étaient simples. Il y vivrait pour $0 de loyer. Tout ce qu'il avait à faire était de payer les charges de base, et d'entretenir la pelouse. La seule condition était que le sous-sol soit verrouillé, et strictement réservé au stockage du propriétaire. Ce propriétaire, c'était moi, et ce stockage, c'était mon laboratoire. Baxter pensait avoir décroché le gros lot. Il pensait qu'un propriétaire bienveillant et riche lui offrait un logement gratuit, parce qu'il était si charmant. Il a emménagé, et peu après, il a rencontré Cléo. Ensemble, ils ont transformé ma propriété en leur scène personnelle pour faire semblant d'être riches. Ils ont organisé des fêtes somptueuses dans mon jardin, garé un SUV de luxe en location dans mon allée, et traité l'endroit comme leur propre royaume personnel. Pendant 3 ans, j'ai payé les taxes foncières. J'ai payé les primes d'assurance. Lorsque le toit a fui,
j'ai discrètement autorisé la facture de réparation de 10 000 $ par l'intermédiaire de la LLC. J'étais leur gardien silencieux, m'assurant qu'ils avaient un toit au-dessus de leur tête, tandis qu'ils se moquaient de mes vêtements et me traitaient d'échec. Et maintenant, pour plaire à une femme qui me méprisait, ils avaient utilisé une masse pour détruire le seul espace de cette maison que j'avais demandé à garder pour moi. L'audace pure et simple de détruire une propriété dans une maison dont on profite gratuitement était stupéfiante. Ils n'ont pas seulement mordu la main qui les nourrissait, ils ont amputé tout le bras. J'ai été tiré de mes sombres pensées par un bip strident de l'interphone sur mon bureau. C'était samedi matin, et le bureau de l'entreprise était censé être complètement vide. Monsieur Julian. La voix de mon assistante exécutive, Petra, tremblait légèrement à travers le haut-parleur. Allez-y, Petra. Je pensais que vous travailliez de chez vous aujourd'hui. Je suis venu pour finaliser les rapports trimestriels, monsieur. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il y a une situation dans le hall principal. 2 personnes causent une scène massive. Un homme et une femme. Ils prétendent être votre frère et votre belle-sœur. Ils crient au poste de sécurité, exigeant d'être conduits à l'étage pour voir la personne en charge de la rédaction des chèques d'investissement. Mon sang s'est glacé. Baxter et Cléo, ici, au siège social de Nextra Telecom. Ont-ils dit pourquoi ils sont là, Petra, demandai-je, ma voix dangereusement calme. La femme n'arrête pas de crier à propos d'un fonds de démarrage de 2 millions de $ pour une marque de style de vie. La sécurité est sur le point d'appeler la police. Dois-je les faire expulser? Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir. Un sourire lent et sombre rampait sur mon visage. Ils avaient détruit mon laboratoire hier, et aujourd'hui, ils se présentaient à mon entreprise, la main tendue, mendiant de l'argent auprès de mon employeur, parce qu'ils pensaient que j'étais juste un subalterne qui pouvait les diriger vers la caisse enregistreuse. Non, Petra, dis-je doucement. N'appelez pas la police. Autorisez leur laissez-passer d'invités, et envoyez-les directement à l'étage exécutif. Envoyez-les à mon bureau. Les lourdes portes vitrées de ma suite exécutive étaient entièrement transparentes. Je suis resté parfaitement immobile derrière mon bureau en marbre noir, observant les batteries d'ascenseur à l'extrémité du couloir. Les portes argentées se sont ouvertes, et Baxter et Cléo en sont sortis. Cléo portait un blazer ajusté rose vif, qui ressemblait à une imitation bon marché d'une marque de créateur haut de gamme. Elle portait un énorme sac fourre-tout, et des lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur. Baxter la suivait légèrement, l'air incroyablement déplacé dans son pantalon kaki et son polo froissé. Ils ont descendu le couloir, leur tête pivotant tandis qu'ils absorbaient la richesse de l'environnement, les tapis en laine importés, les installations d'art moderne sur les murs, le silence profond et intimidant d'un espace où des millions de dollars étaient brassés quotidiennement. Ils sont passés devant des portes avec des plaques argentées lisant « Directeur financier », vice-président des opérations mondiales, et conseiller juridique en chef. J'ai vu Cléo murmurer les mots, ses yeux grands ouverts, mêlés d'admiration et d'anticipation avide. Puis ils ont atteint le bout du couloir. Ils se sont arrêtés net devant ma suite. Cléo a retiré lentement ses lunettes de soleil. Elle a fixé les lettres en acier brossé montées sur le mur, à côté de ma porte, Julian, vice-président exécutif de l'ingénierie matérielle. J'ai appuyé sur le bouton sous mon bureau. La porte vitrée s'est ouverte avec un doux bruissement coûteux. Entrez, dis-je, ma voix résonnant dans la grande pièce. Ils ont franchi le seuil comme s'ils marchaient sur une planète extraterrestre. Baxter avait l'air d'avoir vu un fantôme. Sa mâchoire touchait pratiquement le sol. Les yeux de Cléo ont balayé la pièce avec frénésie, absorbant la vue panoramique de la ville, les meubles en cuir sur mesure, et finalement moi, assis derrière un bureau qui coûtait plus cher que leur voiture en location. Julian, murmura Baxter, la voix brisée. Quoi? Que fais-tu ici? Où est le patron? Je suis le patron, Baxter, répondis-je calmement, sans leur offrir de siège. Je dirige cette division. Je la dirige depuis 4 ans. Le choc sur leur visage était un chef-d'œuvre. Cléo cligna rapidement des yeux, essayant de calculer la réalité devant elle. L'électricien sale qu'elle avait raillé pendant des mois était assis sur un trône de pouvoir corporatif. Mais Cléo était une survivante, une escroc jusqu'à la moelle. Il ne lui a fallu que 5 secondes pour pivoter. Le choc a disparu, remplacé instantanément par un sourire artificiel éblouissant. « Oh mon Dieu, Julian, hurla-t-elle,
se précipitant et claquant un dossier brillant et coloré sur mon bureau impeccable. C'est incroyable. Tu nous as caché ça. Baxter, regarde, ton frère est riche. Cela rend tout tellement plus facile. La famille s'entraide, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux sur le dossier. Il y était écrit, Cléo Lifestyle and Beauty, une vision globale. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je, mon visage restant entièrement impassible. C'est l'avenir, Julian, dit Cléo, se penchant sur mon bureau, envahissant mon espace. C'est une opportunité d'investissement. Je lance une marque de style de vie de luxe, maquillage, vêtements, coaching bien-être. J'ai besoin d'un investisseur de démarrage. Seulement 2 millions de dollars pour lancer la chaîne d'approvisionnement. Puisque vous êtes évidemment fortuné, vous pouvez simplement écrire le chèque aujourd'hui, depuis vos comptes personnels. Nous vous donnerons même une participation de 5%, en guise de remerciement. Elle a dit 2 millions de dollars comme si elle demandait à emprunter 20 dollars pour une pizza. J'ai regardé par-delà elle, vers mon frère. Baxter fixait ses chaussures, se déplaçant avec inconfort. Il savait que c'était insensé. Laissez-moi être clair, dis-je, ma voix tombant à un registre terrifiant de calme. Hier, vous m'avez envoyé une vidéo de mon père utilisant une masse sur ma propriété privée. Vous avez détruit un prototype de serveur quantique et un système de refroidissement d'une valeur de plus de 100 000 dollars. Vous appelez le travail de ma vie des ordures, et aujourd'hui, vous entrez dans mon bureau, et vous exigez que je vous donne 2 millions de dollars. Cléo a agité la main de manière dédaigneuse, levant les yeux au ciel. Oh, ne sois pas si dramatique, Julian. Cette vieille camelote informatique prenait de la place. Nous t'avons rendu service. Tu peux t'acheter de nouveaux jouets avec tout cet argent que tu as. Maintenant, à propos du virement bancaire. Non, dis-je. Cléo a cessé de sourire. Que veux-tu dire par non? Je veux dire, absolument pas. Je ne vous donnerai pas 2 centimes, encore moins 2 millions de dollars. Vous êtes tous les deux des parasites délirants. Le visage de Cléo a viré à un rouge violet. Le masque a complètement glissé. Espèce d'égoïste ordure, hurla-t-elle, claquant ses mains sur le marbre. Tu restes ici dans ta tour de verre, à thésauriser tout cet argent, pendant que ton propre frère est en difficulté. Tu nous dois. Nous sommes la famille. J'ai tendu la main vers l'interphone. Petra, envoyez la sécurité à mon bureau. 2 gardes. Nous avons des intrus. Vous n'oseriez pas, hurla Cléo, saisissant son dossier. 10 secondes plus tard, 2 gardes de sécurité massifs en costume sombre sont apparus à la porte. Y a-t-il un problème, monsieur Julian, demanda l'un d'eux. Escortez ces 2 individus hors du bâtiment. S'ils résistent, appelez la police. Baxter a finalement retrouvé sa voix. Julian, s'il te plaît, écoute-la. Dégage de ma vue, Baxter. J'ai claqué, l'autorité dans ma voix le faisant physiquement tressaillir. Les gardes les ont saisis par les bras. Cléo a donné des coups de pied et a crié des insultes tout le long du couloir, me traitant de sociopathe solitaire et misérable. J'ai écouté jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. Le silence est revenu. Je pensais avoir gagné la bataille. Je pensais les avoir remis à leur place. Mais j'ai sous-estimé le désespoir pur d'un rat acculé dans un coin. Cette nuit-là, la véritable guerre a commencé. J'ai passé le reste de la journée dans un état de calme hyper concentré. J'ai terminé mon travail, j'ai ramené ma voiture à mon Penthouse du centre-ville, et je me suis versé un verre de bourbon cher. La pluie fouettait les baies vitrées de mon salon. J'ai ressenti un étrange sentiment de deuil, non pas pour les serveurs détruits, mais pour l'illusion de ma famille. J'avais enfin accepté qu'il n'y avait plus rien à sauver. À exactement 20h15, mon téléphone a émis une alarme aiguë et perçante. Ce n'était pas un message texte. C'était une alerte d'urgence de mon service de surveillance de crédit. Alerte. Nouvelle demande de crédit. Une demande de prêt personnel d'un montant de 480 000 dollars a été soumise à Capital 1. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Je n'avais pas demandé de prêt. J'ai ouvert les détails de la demande via mon portail bancaire sécurisé. Le demandeur principal était Julian. Le co-signataire était Cléo. Ils avaient utilisé mon nom légal complet, ma date de naissance, et mon numéro de sécurité sociale.
La réalisation m'a frappé comme un coup de poing physique à l'estomac. Quand Cléo et mon père ont pénétré dans le laboratoire au sous-sol pour détruire mon équipement, ils n'ont pas seulement tout cassé. Mon classeur verrouillé se trouvait dans cette pièce. Il contenait d'anciennes déclarations de revenus et des documents sensibles. Elle avait fouillé mes dossiers, volé mon identité, et tentait maintenant de contracter un prêt de près d'un demi-million de dollars à mon nom. Il ne demandait plus seulement de l'argent. Il me volait activement. C'était un crime fédéral, un vol d'identité, une fraude bancaire. J'allais prendre mon téléphone pour appeler le service des fraudes, quand la sonnette a retenti. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité. Il n'y avait personne dans le couloir, mais une épaisse enveloppe manille marron était posée sur le paillasson. J'ai prudemment ouvert la porte, pris le paquet, et les ramené à l'intérieur. Il n'y avait pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom écrit d'une écriture familière et tremblante. C'était l'écriture de mon père. J'ai déchiré l'enveloppe. Une seule feuille de papier légal jaune a flotté jusqu'au sol. Je l'ai ramassée, et j'ai lu le texte brouillon. Julian, je sais que je suis un lâche. Je sais que je t'ai trahi pour protéger ton frère. Ta mère refuse de voir la vérité, et je suis trop faible pour la combattre. Mais Cléo est un monstre. J'ai engagé un détective privé il y a 3 semaines, parce que de l'argent disparaissait de nos comptes de retraite chaque fois qu'elle venait nous voir. J'ai reçu ce rapport hier. Je ne peux pas le montrer à ta mère. Elle le brûlera. S'il te plaît, Julian, tu es le plus intelligent. Sauve-toi avant qu'elle ne nous ruine tous. Papa. Mes mains tremblaient tandis que je sortais le contenu de l'enveloppe. C'était un dossier de 42 pages, compilé par un détective privé agréé. La page de garde indiquait « Antécédents et histoire financière, Cléo Vance ». Je me suis assis à l'îlot de la cuisine, et j'ai commencé à lire. C'était une histoire d'horreur. Cléo n'était pas une entrepreneuse en difficulté. C'était une prédatrice professionnelle. Le rapport documentait 3 états différents où elle avait vécu au cours des 10 dernières années. Dans chaque état, il y avait une trace de score de crédit détruit, de cartes de crédit épuisées, et de jugement civil pour loyers impayés. Mais la page 12 fut celle où le sang se glaça dans mes veines. Il y a 5 ans, à Atlanta, en Géorgie, Cléo avait été mariée à un homme nommé An. Les dossiers de divorce détaillaient un scénario cauchemardesque. Pendant leur mariage de 2 ans, Cléo avait secrètement ouvert cette carte de crédit différente au nom de An. Elle avait contracté une 2e hypothèque frauduleuse sur sa maison. Au moment où on l'a découvert, elle avait siphonné plus de 80 000 dollars en avance de fonds et en achats de luxe. Elle a demandé le divorce, a affirmé être victime d'abus financiers pour obtenir la sympathie des tribunaux, et a fui l'État, laissant An avec une dette massive. L'enquêteur a noté que An avait été contraint à la faillite, avait perdu sa maison, et avait passé 1 an à vivre dans son pick-up. Elle appliquait exactement le même scénario à mon frère. Et parce que Baxter était déjà à sec, elle avait jeté son dévolu sur moi. La fausse demande de prêt était sa tentative désespérée d'assurer un parachute doré, avant que le château de cartes ne s'effondre. J'ai regardé les coordonnées listées pour An au bas de la page. Il travaillait actuellement comme mécanicien automobile à Atlanta. J'ai pris mon téléphone, et j'ai composé le numéro du service des fraudes de ma banque. J'ai tout arrêté. J'ai verrouillé mon dossier de crédit si étroitement que pas même un centime ne pouvait être déplacé sans ma présence physique dans une agence. La demande de prêt a été signalée, et annulée instantanément. Puis j'ai regardé l'horloge. Il était presque 22 heures à Atlanta. Je m'en fichais. J'ai composé le numéro de téléphone indiqué pour An. Il était temps de monter une armée. Le téléphone a sonné 4 fois, avant qu'une voix rauque et épuisée ne réponde. Ouais. Qui est-ce? Est-ce An? Demandai-je, gardant ma voix calme. Ça dépend de qui demande. Je n'achète pas d'extension de garantie automobile. Mon nom est Julian. J'habite à Seattle. Vous ne me connaissez pas, mais mon frère cadet est actuellement marié à une femme nommée Cléo. Je crois qu'elle était votre femme. Il y a eu un long et lourd silence à l'autre bout du fil. J'entendais le bruit d'une clé à molette qui s'entrechoquait contre du béton en arrière-plan. Quand An a finalement parlé, tout l'épuisement de sa voix avait été remplacé par une amertume profonde et creuse. Écoutez-moi très attentivement, mon ami, dit An, sa voix baissant.
faites vos valises, changez de nom, et courez. Cette femme n'est pas un être humain. C'est une plaie. Si vous m'appelez parce qu'elle vous doit de l'argent, vous pouvez rejoindre le club. Je suis toujours en train de me sortir de la tombe de 80 000 $ dans laquelle elle m'a enterré. Je ne fuis pas, dis-je froidement. Elle vient de pénétrer par effraction chez moi, a détruit 100 000 $ de ma propriété, et a essayé de contracter un prêt d'1 demi-million en utilisant mon identité volée. Elle essaie de ruiner ma famille. A laissé échapper un rire sec et aboyeur. Bonne chance pour la combattre. Elle ment si bien que même les juges la croient. Que voulez-vous de moi? Je veux vous offrir un voyage gratuit à Seattle, dis-je. Je vous achète un billet de première classe pour demain matin. Je paierai votre hôtel et vos repas. Je vais l'exposer devant tout le monde qu'elle connaît. Et j'ai besoin du fantôme de son passé, debout juste à côté de moi, quand je le ferai. Voulez-vous retrouver votre dignité, Voulez-vous la regarder dans les yeux, et voir son monde brûler? Il y eut une pause, le son d'une lourde respiration. Envoyez-moi les détails du vol. Grogna. Je ferai un sac. Le lendemain matin, j'ai récupéré à l'aéroport. C'était un homme grand, portant une veste en jean délavé, les mains calleuses et tachées d'huile moteur. Il ressemblait à un homme qui avait mené une guerre, et l'avait perdue. Nous avons roulé jusqu'à un dîner tranquille près de l'aéroport, et nous nous sommes assis dans une banquette arrière avec une cafetière de café noir. J'ai fait glisser le rapport de l'enquêteur sur la table. A feuilleté les pages, secouant la tête. Oui, c'est elle, marmonna-t-il, traçant un doigt sur une liste de fausses adresses. Elle a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour acheter un bateau de luxe. J'ai le mal de mer. Je ne savais même pas qu'il existait avant que les agents de recouvrement ne se présentent à mon travail. J'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai affiché les relevés bancaires que j'avais réussi à obtenir plus tôt ce matin, avec l'aide d'un ami en cybersécurité. Ça empire, Tu sais, elle a détruit mon laboratoire informatique. Eh bien, j'ai vérifié les numéros de série des puces quantiques qui étaient censées être à l'intérieur des boîtiers. Elles ont disparu. Elle ne les a pas seulement brisées. Elle a d'abord éventré les machines. J'ai montré un enregistrement de transactions sur un marché du dark web. Elle a vendu mes processeurs pour 35 000 $ en crypto-monnaie, avant de donner la masse à mon père. Elle a orchestré la destruction pour couvrir le vol. A sifflé entre ses dents. Elle devient négligente. Quand j'étais avec elle, elle ne laissait jamais de traces numériques aussi évidentes. Quel est le plan, Julien? Demain, c'est le Memorial Day, dis-je, en sirotant mon café. Ma famille organise un grand barbecue dans le jardin de la maison où vivent Baxter et Cléo. Il y aura 40 personnes, tantes, oncles, cousins, tout le monde qui pense que Cléo est un ange riche, et que je suis un perdant pathétique. Nous allons faire irruption à la fête. Si vous avez affaire à un manipulateur, à un narcissique, ou à quelqu'un qui déforme la réalité pour se faire passer pour une victime, souvenez-vous de ceci, ne discutez pas avec eux en privé. N'essayez pas de raisonner un menteur. Rassemblez vos preuves, trouvez vos alliés, et traînez leurs secrets à la lumière aveuglante du jour. Ils survivent dans l'ombre. Ils brûlent sous les projecteurs. J'ai plongé la main dans ma mallette, et j'ai sorti un épais dossier bleu. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, montrant que la LLC possédait la maison, ma signature en tant qu'unique propriétaire, le rapport de police que j'avais déposé ce matin pour le vol d'identité, et l'avis d'expulsion de 30 jours, signé par un juge. Demain, dis-je, en le regardant dans les yeux, nous servons le plat principal. Si vous avez aimé l'histoire jusqu'à présent, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne nommée, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre un public plus large. Merci beaucoup. Le trajet jusqu'à la maison de la ruelle m'a pris exactement 45 minutes, mais il a semblé traverser toute une vie de souvenirs. J'ai gardé mes mains fermement sur le volant en cuir de ma voiture, les pneus vrombissant contre le pavé humide de Seattle. Était assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre les quartiers résidentiels défilant. Il était silencieux, ses mains massives reposant sur ses genoux. Je pouvais dire qu'il était nerveux. Affronter un monstre qui avait complètement démantelé votre vie n'était pas quelque chose que l'on faisait nonchalamment un dimanche après-midi. « Es-tu prêt pour ça ?» demandai-je, sans quitter la route des yeux.
En laissa échapper une longue et lourde expiration. J'ai rejoué ce moment dans ma tête pendant 5 ans, Julian. Chaque nuit que j'ai passée à geler à l'arrière de mon pick-up, j'imaginais m'approcher d'elle et lui demander pourquoi elle avait fait ça. Maintenant que le moment est réellement là, j'ai l'estomac complètement noué. Mais je ne recule pas. Je dois voir son visage quand le château de cartes s'effondrera. Bien, répondis-je doucement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de renverser le château de cartes. Nous mettons le feu à toute la table. Nous avons tourné dans la rue Elm. C'était un quartier pittoresque de la classe moyenne supérieure, bordé de chênes matures et de pelouses parfaitement entretenues. Et là, à mi-chemin du pâté de maison, se trouvait ma propriété. Des voitures étaient garées par choc contre par choc des deux côtés de la rue. J'entendais le son sourd de la basse d'une chanson pop générique résonner depuis le jardin. J'ai garé ma voiture 2 maisons plus loin, j'ai coupé le moteur, et j'ai saisi l'épais dossier bleu de la console centrale. Il était lourd dans mes mains, comme une arme chargée. Nous sommes sortis de la voiture, et avons remonté l'allée en béton immaculé. Le SUV de luxe loué par Baxter était garé agressivement au centre, fraîchement lavé et brillant sous le soleil de l'après-midi. J'ai regardé les parterres de fleurs qui bordaient le porche. J'avais payé une entreprise d'aménagement paysager pour planter ces hortensias il y a 3 ans, afin de rendre la maison accueillante pour mon petit frère. Maintenant, il ressemblait juste à un rappel moqueur de ma propre générosité insensée. Je n'ai pas pris la peine de frapper à la porte d'entrée. Je savais que tout le monde serait à l'arrière. Ehan et moi avons contourné le côté du garage, nos chaussures crissant doucement sur le chemin de gravier, et avons poussé le grand portail en bois qui menait au jardin. La scène qui se déroulait devant moi était un chef-d'œuvre de l'illusion suburbaine. Il y avait environ 40 personnes dispersées sur l'immense pelouse verte. Des proches que j'avais connus toute ma vie, tantes, oncles, cousins, et quelques voisins qui avaient été entraînés dans l'illusion. Ils buvaient des bières artisanales coûteuses, riaient et mangeaient. Dans le coin éloigné, mon père Orson se tenait devant le grand barbecue en acier inoxydable. Il portait un tablier, retournait des steaks et des hot-dogs, ressemblant au patriarche soumis parfait. Ma mère, Sibylle, tenait la cour près du coin salon du patio. Elle tenait un verre de vin blanc, gesticulant sauvagement en parlant à ma tante Martha. Même de loin, je pouvais lire sur ses lèvres. Elle se vantait. Elle parlait probablement du succès de Baxter, ou de la façon dont la nouvelle marque de style de vie de Cléo allait tous les rendre millionnaires. Et puis il y avait Cléo. Elle se tenait près du bar extérieur, vêtue d'une robe d'été fluide et coûteuse, et d'un chapeau de soleil surdimensionné. Elle riait fort, jetant sa tête en arrière, jouant le rôle de l'hôtesse gracieuse et riche à la perfection absolue. Baxter se tenait à côté d'elle, tenant une bière, l'air épuisé, mais faisant de son mieux pour sourire et jouer le rôle du mari réussi. Ils avaient l'air parfaitement heureux. Ils semblaient n'avoir aucun souci au monde. Ils avaient l'air de ne pas avoir détruit $100 000 de ma propriété, et d'avoir tenté de voler un demi-million de dollars de mon identité, il y a 24 heures. J'ai marché sur l'herbe, toi et une ombre lourde et intimidante juste derrière moi. Pendant les 10 premières secondes, personne ne nous a remarqués. Nous n'étions que 2 hommes, debout au bord d'une fête bruyante et chaotique. Mais alors, mon oncle Steve s'est retourné pour prendre une boisson fraîche de la glacière. Il s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés, passant de mon costume net et ajusté à l'expression sombre sur le visage de Han. « Julian » dit oncle Steve, sa voix assez forte pour percer la musique. L'effet d'entraînement a été instantané. Les conversations se sont éteintes brusquement. Les têtes se sont tournées une par une. La musique a semblé s'estomper en arrière-plan, tandis qu'un silence oppressant et suffocant s'abattait sur tout le jardin. Mes parents se sont figés. Orson a lentement abaissé les pinces de grill. Le sourire de Sibylle a complètement disparu, remplacé par un regard de panique pur et inaltéré, mais la réaction la plus spectaculaire appartenait à Cléo. Elle s'est retournée, une expression agacée sur le visage, prête à gronder quiconque interrompait sa fête. Ses yeux se sont fixés sur moi, puis ont décalé de quelques centimètres vers la droite, et ont atterri directement sur Han. Les pinces en acier inoxydable qu'elle tenait ont glissé de ses doigts, et ont frappé le pont en bois avec un cliquetis net et résonnant. Tout le sang a fui son visage en une fraction de seconde, la laissant ressembler à un cadavre fraîchement peint. Elle a fait un pas physique en arrière, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, mais aucun son n'est sorti.
Le fantôme de son passé venait de gâcher sa fête parfaite, et elle a su instantanément que son règne de terreur était terminé. « Que faites-vous ici » Baxter a été le premier à briser le silence. Il s'est frayé un chemin à travers la foule de proches confus, le visage rougi par un mélange d'embarras et de colère montante. « Julian, tu n'es pas le bienvenu ici. Nous t'avons dit que c'était une fête privée. » « Et qui est ce type, bon sang ?» Cléo a finalement retrouvé sa voix. Ce n'était pas son ton habituel, doux et condescendant. C'était un cri strident et désespéré. « Faites-le partir. Baxter, appelle la police tout de suite. Cet homme est un harceleur. Il me harcèle. Dégagez-le de notre propriété. » Elle essayait de contrôler le récit, d'attaquer la première et de se présenter comme la victime, avant que la vérité ne puisse éclater. C'était une tactique de manipulateur classique, mais je n'allais plus la laisser jouer ce jeu. J'ai passé devant Baxter, ignorant sa faible tentative de me bloquer le passage, et j'ai marché jusqu'au centre du patio. J'ai soulevé l'épais dossier bleu, et je l'ai laissé tomber directement au milieu de la table de pique-nique, juste à côté d'un énorme saladier de salade de pommes de terre. Le son qu'il a produit était un bruit sourd et autoritaire, qui a fait sursauter plusieurs personnes. « Personne n'appelle la police, dis-je, ma voix portant sans effort à travers le jardin silencieux. J'ai regardé les visages de mes tantes, oncles et cousins. On vous a tous raconté une histoire très créative sur qui je suis, et qui sont Baxter et Cléo. Aujourd'hui, vous allez entendre la vérité, et cela commence par lui. » Je me suis écarté, et on s'est avancé. Il n'avait pas l'air intimidé par la foule. Il a regardé Cléo avec une haine froide et brûlante, qui a fait retenir leur souffle à tout le monde dans le jardin. « Mon nom est Tehan, dit-il, sa voix rauque portant un poids lourd. Il y a 5 ans, à Atlanta, j'ai eu l'extrême malchance d'être marié à cette femme, juste là. » Il a pointé un doigt épais et calleux directement vers Cléo. Des halètements ont parcouru la foule. Sibylle s'est avancée, serrant son verre de vin. « C'est un mensonge. Cléo n'a jamais été mariée avant. Baxter, fais-les partir. » « Tais-toi et écoute, Sibylle, claquai-je, choquant ma mère et la réduisant au silence. Je ne lui avais jamais parlé de cette façon de toute ma vie. Tehan continua, pendant nos 2 ans de mariage, elle a secrètement ouvert cette carte de crédit différente en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Elle a falsifié ma signature sur une 2e hypothèque pour ma maison. Elle a siphonné 80 000 $ en avance de fonds pour acheter des vêtements de créateur et financer son style de vie. Quand les banques ont finalement frappé à la porte, elle a demandé le divorce, a prétendu que j'étais violent pour obtenir une ordonnance restrictive afin que je ne puisse pas la contacter, et a fui l'État. Elle m'a forcé à la faillite. J'ai perdu ma maison. J'ai vécu à l'arrière de mon camion pendant 12 mois à cause d'elle. Il ment, hurla Cléo, les larmes coulant sur son visage. Elle hyperventilait, serrant frénétiquement le bras de Baxter. « Baxter, tu me connais. C'est un menteur. » J'ai ouvert le dossier bleu, et j'ai sorti une pile de documents légalement certifiés. Ce sont les dossiers de faillite publique, le décret de divorce, et les rapports de fraude de l'État de Géorgie, dis-je, en les jetant sur la table. Quiconque souhaite les lire est le bienvenu. Baxter a regardé les papiers, puis Cléo. Ses lèvres tremblaient. « Cléo, de quoi parle-t-il ? » Elle applique exactement le même scénario à toi, Baxter, dis-je, ma voix tombant à un registre bas et mortel. J'ai sorti un autre document. C'est un rapport de crédit que j'ai effectué sur toi hier. Tu as actuellement 180 000 $ de dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé et de prêts personnels. Tous au maximum, tous co-signés par elle. Tu te noies, et tu ne sais même pas que c'est elle qui te maintient la tête sous l'eau. Les genoux de Baxter ont visiblement flanché. Il a attrapé le bord de la table pour ne pas s'effondrer. Mais ce n'est pas le meilleur, j'ai continué, tournant mon attention vers mes parents. Orson fixait le sol, l'air de vouloir que la terre l'engloutisse tout entier. Hier, maman et papa, vous m'avez fièrement envoyé une vidéo de vous détruisant mon laboratoire au sous-sol. Vous avez fracassé pour 100 000 $ de serveur, parce que Cléo vous a dit qu'il sentait mauvais. J'ai sorti une feuille de calcul imprimée, et je l'ai brandie. Il s'agit d'un enregistrement de transactions de crypto-monnaie sur le dark web. Cléo ne voulait pas que vous fracassiez ses serveurs à cause d'une odeur. Elle voulait que vous fracassiez les boîtiers pour cacher le fait qu'elle les avait déjà ouverts,
et volé les processeurs quantiques à l'intérieur. Elle a vendu mon matériel à un acheteur en Europe de l'Est pour 35 000 $ en crypto intraçable, a empoché l'argent, et vous a ensuite donné la masse pour détruire les preuves. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le son d'une réalité alternative entière se brisant en 1 million de morceaux. Les proches regardaient Cléo avec une horreur non dissimulée. Sibylle a secoué la tête violemment, ses cheveux parfaits se défaisant. Elle était désespérée de s'accrocher à son illusion. Non, je ne te crois pas. Tu es juste jaloux, Julien. Tu as fabriqué tout ça parce que tu es un raté misérable et solitaire. C'est la maison de Baxter, et il peut te mettre dehors tout de suite. Baxter, dis-lui de quitter ta propriété. J'ai regardé ma mère, ressentant un vide profond et glaçant là où mon amour pour elle avait l'habitude d'être. J'ai souri, et c'était le sourire le plus froid que j'ai jamais porté. En fait, maman, dis-je doucement, fouillant dans le dossier une dernière fois, cela m'amène à ma dernière preuve. J'ai sorti un épais document légal, imprimé sur du papier fort, avec un sceau notarié doré en relief dans le coin inférieur. Je l'ai brandi, de sorte que le soleil de l'après-midi attrape le sceau, le faisant briller. J'ai regardé directement Sibylle, puis j'ai déplacé mon regard vers Baxter, qui fixait le papier comme s'il s'agissait d'une arme chargée pointée sur sa poitrine. Vous ne cessez de dire que c'est la maison de Baxter, dis-je, ma voix traversant l'air épais et tendu du jardin. Vous avez tous passé les 3 dernières années à louer Baxter pour son incroyable succès, pour avoir acheté cette belle propriété dans ce quartier incroyable. Vous l'avez loué, pendant que vous me raillez pour mes vêtements bon marché, et mon travail salissant. J'ai claqué le document sur les dossiers de faillite. C'est l'acte de propriété principal pour cette adresse. Il est officiellement enregistré auprès d'une société holding appelée Apex Holdings LLC, une société que j'ai créée, que je finance, et dont je suis l'unique propriétaire. J'ai acheté cette maison il y a 3 ans, en espèces, quand Baxter était sur le point d'être expulsé de son appartement. Je l'ai laissé vivre ici pour 0 $ de loyer, parce que j'avais pitié de lui. Un halètement collectif s'est élevé de la foule des proches. Ma tante Martha a couvert sa bouche de ses mains. Oncle Steve a reculé d'un pas, me regardant comme s'il me voyait pour la toute première fois. Les yeux de Sibylle se sont écarquillés comme des soucoupes. Elle a regardé l'acte, puis m'a regardé, son esprit échouant complètement à traiter l'information. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu répares des ordinateurs. Je suis le vice-président exécutif de l'ingénierie matérielle chez Nextra Telecom, dis-je, énonçant mon titre à haute voix à ma famille pour la toute première fois. Ma rémunération annuelle est supérieure à ce qu'Orson a gagné pendant toute sa décennie de travail. Je possède cette maison. Je paie les taxes foncières. J'ai payé la nouvelle toiture l'hiver dernier. Et j'ai même payé ces magnifiques fleurs, à côté desquelles vous êtes tous debout. J'ai tourné toute mon attention vers Baxter. Il hyperventilait maintenant, sa poitrine se soulevant tandis que la réalité de sa situation s'abattait sur lui. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour gâcher ta fête, Baxter, dis-je, ma voix complètement dépourvue de toute affection fraternelle. Je suis venu ici pour corriger un problème juridique. Vous voyez, lorsqu'un locataire permet à un tiers de commettre une fraude bancaire fédérale sur les lieux, cela viole les termes du contrat de location. J'ai sorti une seule feuille de papier du fond du dossier, et je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à ce qu'elle touche la main tremblante de Baxter. Ceci est un avis d'expulsion officiel de 30 jours, ordonné par le tribunal, annoncé-je. Votre femme et vous avez exactement 30 jours pour emballer vos faux sacs de créateurs, votre voiture en location, et votre immense montagne de dettes, et quitter ma propriété. Si vous êtes toujours là au 31e jour, le shérif arrivera pour retirer physiquement vos biens, et les placer sur le trottoir. Cléo a complètement perdu la tête. La personne de l'hôtesse sophistiquée et riche s'est vaporisée, remplacée par l'animal sauvage et acculé qu'elle était vraiment. Elle s'est jetée en avant, ses mains formant des griffes, hurlant des obscénités à plein poumon. Tu ne peux pas me faire ça. Je vais te poursuivre en justice. Je vais tout te prendre. Tu es un perdant pathétique et laid, et personne ne t'aimera jamais, hurla-t-elle, des postillons s'envolant de ses lèvres. Ehan s'est interposé devant moi, utilisant sa carrure massive pour bloquer son chemin. Cléo l'a percuté, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Il l'a juste regardé avec un mélange de dégoût et d'extrême satisfaction. Garde ton souffle, Cléo, dit Ehan doucement.
tu en auras besoin quand la police te posera des questions sur le prêt de 480 000 $ que tu as essayé de contracter en son nom hier. Cléo s'est figée. Ses yeux ont balayé sauvagement la pièce, réalisant que je savais pour le vol d'identité. Le combat s'est complètement vidé d'elle. Elle a trébuché en arrière, s'est pris les pieds dans une chaise de jardin, et est tombée lourdement sur l'herbe. Elle est restée assise là, dans sa robe coûteuse, l'air pathétique et brisé. Baxter n'a pas essayé de l'aider à se relever. Il a lentement glissé le long de la table de pique-nique jusqu'à s'asseoir par terre, ramenant ses genoux à sa poitrine. Il a enfoui son visage dans ses mains, et un sanglot bruyant et déchirant s'est arraché de sa gorge. C'était le son d'un enfant prodige réalisant que son piédestal venait d'être renversé, et qu'il ne restait personne pour le rattraper. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Orson pleurait silencieusement. Sibyl semblait avoir vieilli 20 ans en l'espace de 5 minutes. Elle a tendu une main tremblante vers moi. « Julian, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « C'est ton frère. »« Je n'ai pas de frère, » dis-je froidement. « J'ai un parasite, et je viens de le couper. » J'ai tourné le dos à la foule stupéfaite, à l'enfant prodige en pleurs, et à l'illusion brisée de ma famille. Ehan et moi avons retraversé l'herbe, sommes sortis par le portail en bois, et avons descendu l'allée. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis parti. Pour la première fois en 32 ans, je pouvais enfin respirer. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un commentaire avec le mot « fini ». C'est notre badge spécial pour nos spectateurs les plus fidèles. Je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire incluant « fini ». Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, et nous rejoindre pour d'autres histoires inoubliables. À bientôt dans la prochaine vidéo. Les retombées de ce barbecue du dimanche n'ont pas été qu'une simple ondulation. Ce fut un tsunami dévastateur, qui a tout rasé sur son passage. Je n'ai pas assisté aux conséquences, mais les détails m'ont été agressivement communiqués par des messages vocaux frénétiques et suppliants, laissés par divers proches qui avaient soudainement réalisé quel neveu avait réellement l'argent. Lorsque le lundi matin est arrivé, le soleil s'est levé sur une réalité complètement différente pour Baxter et Cléo. À exactement 8 heures du matin, 2 voitures de police banalisées se sont arrêtées sur le trottoir de la rue Elm. Le détective Vaughn, un enquêteur expérimenté de la division des crimes financiers, a remonté l'allée, accompagné de 3 officiers en uniforme. J'avais passé 2 heures au téléphone avec lui la veille au soir, lui transmettant les journaux numériques de l'enquête de crédit, la demande de prêt falsifié, et les adresses de portefeuille de crypto-monnaies prouvant le vol de mes processeurs quantiques. Selon Madame Higgins, la voisine âgée qui a observé tout le spectacle depuis la fenêtre de son salon, et en a joyeusement bavardé avec quiconque voulait l'entendre, ce fut un magnifique désastre. La police a frappé à la porte. Baxter a répondu en pyjama, l'air de n'avoir pas dormi une seule seconde. Lorsque le détective Vaughn a demandé Cléo, elle a tenté de s'échapper par la porte vitrée coulissante arrière. Un officier en uniforme l'a attrapée, alors qu'elle essayait d'escalader la clôture en bois dans son peignoir de soie. Ils l'ont conduite en menottes dans la cour avant. Cléo a hurlé tout le temps, exigeant qu'ils appellent son avocat, exigeant qu'il m'arrête pour l'avoir piégée, et maudissant les voisins qui étaient sortis sur leur porche pour assister au spectacle. Ils l'ont placée à l'arrière du véhicule de patrouille, et sont partis, laissant Baxter pieds nus dans l'allée, entouré des ruines de sa fausse vie. Cléo a été officiellement inculpée de multiples chefs d'accusation de crimes graves, vol d'identité, fraude bancaire pour la tentative de près de 480 000 $, et recel de biens volés à travers les frontières internationales. Parce qu'An avait également contacté les autorités de Géorgie pour rouvrir son ancienne affaire avec les nouvelles preuves que nous avions fournies, le juge a considéré Cléo comme un risque de fuite majeur. La caution a été refusée. Elle a été enfermée dans une cellule en béton, échangeant ses fausses robes de créateur contre une combinaison orange standard. Pour Baxter, le cauchemar ne faisait que commencer. Lorsque vous êtes profondément mêlé à un criminel, le rayon d'explosion vous emporte avec lui. L'enquête policière a déclenché un énorme signal d'alarme sur le profil de Baxter. Le mardi matin, le bureau de conformité de son entreprise de vente a été informé de l'activité policière, et d'une dette non garantie stupéfiante de 180 000 $ liée à son nom. Dans l'industrie de la vente financière, un employé noyé sous une dette ingérable est considéré comme une grave responsabilité, un risque majeur d'abus de confiance ou de vol d'entreprise.
Baxter a été convoqué au service des ressources humaines à 9 h du matin le mercredi. À 9 h 15, il a été escorté hors du bâtiment par un agent de sécurité, portant ses effets personnels dans une petite boîte en carton. Il a été licencié, renvoyé avec frais. En l'espace de 72 heures, l'enfant prodige avait perdu son emploi bien rémunéré. Sa femme manipulatrice se trouvait dans une cellule de prison de comté, faisant face à des années de prison fédérale, et le compte à rebours de son avis d'expulsion de 30 jours était lancé. Il n'avait absolument aucun revenu, un score de crédit dans les 4 cents, et des créanciers qui l'appelaient toutes les 20 minutes pour exiger un paiement. Sans moi, en tant que filet de sécurité invisible, la réalité de la gravité a finalement pris le dessus. Il était en chute libre, et le sol approchait rapidement. Et tandis que le sol se précipitait à sa rencontre, il s'est naturellement tourné vers les seuls facilitateurs qui lui restaient, nos parents. L'épreuve ultime de leur dévotion aveugle était enfin arrivée, et le prix allait leur coûter tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Orson et Sybil ont soudainement été confrontés à une réalité catastrophique. Leur parfait enfant prodige allait être sans abri, au chômage, et potentiellement faire face à des accusations de complicité, si les créanciers décidaient d'insister sur les documents falsifiés que Cléo avait soumis en utilisant leur adresse IP partagée. Ils ne pouvaient pas se tourner vers moi. J'avais bloqué leurs numéros, bloqué leurs emails, et j'avais demandé à la sécurité de mon bâtiment d'entreprise de leur refuser l'entrée, sous menace d'intervention policière. Ils étaient complètement livrés à eux-mêmes. Pour éviter que Baxter ne soit jeté à la rue, et pour engager un avocat de la défense afin de le maintenir à l'écart des dommages collatéraux de l'affaire fédérale de Cléo, mes parents ont dû faire un sacrifice. Ils ont dû liquider leurs actifs. Ils ont mis sur le marché la maison où j'ai grandi, cette belle maison de banlieue de 4 chambres, où ils avaient vécu pendant plus de 30 ans. Parce qu'ils avaient besoin d'argent immédiatement pour repousser les agences de recouvrement agressives qui chassaient Baxter, ils l'ont vendu à une société d'investissement achetant au comptant, pour 30% en dessous de la valeur marchande. Ce fut un véritable massacre financier. La valeur qu'ils avaient bâtie sur 3 décennies a disparu du jour au lendemain pour rembourser les cartes de crédit que Cléo avait épuisées en vacances de luxe et en soins de spa. Ils ont emballé 30 ans de souvenirs dans des cartons, et ont déménagé dans un appartement exigu de 2 chambres, dans un quartier très peu souhaitable de la ville, juste à côté d'une ligne de train aérien bruyante. Baxter a emménagé dans la petite 2e chambre, un homme de 30 ans à la vie ruinée, dormant sur un matelas simple dans l'appartement loué par ses parents. L'illusion avait finalement été consumée, ne laissant rien d'autre qu'un ressentiment amer et suffocant. 6 semaines après le barbecue, j'ai reçu un seul message vocal, qui avait d'une manière ou d'une autre contourné le système de blocage de mon opérateur. C'était ma mère, Sybil. Sa voix n'était pas en colère. Elle était creuse, épuisée, et dégoulinante d'une culpabilité toxique et manipulatrice, que j'ai reconnue instantanément. « Julian, c'est maman, dit-elle, sa voix tremblant légèrement sur le statique. Nous sommes dans le nouvel appartement. Le train passe toutes les 20 minutes, et les murs tremblent. Ton père ne dort presque pas. Baxter reste assis dans l'obscurité toute la journée. J'espère que tu es heureux là-haut, dans ta tour de verre. J'espère que ton argent te tient chaud la nuit. Tu aurais pu arranger tout cela d'un seul coup de stylo. Tu aurais pu sauver notre famille. Tu as choisi de nous détruire à la place. Je ne sais pas comment tu peux vivre avec toi-même, sachant que tu as mis ta propre mère dans cet endroit. Je suis resté assis dans mon bureau, écoutant le message. Je n'ai pas ressenti de douleur de culpabilité. Je n'ai pas ressenti l'envie de la rappeler, et de m'excuser. J'ai ressenti une clarté absolue et cristalline. Elle me blâmait toujours. Même après avoir vu les preuves criminelles, même après avoir vu Cléo menottée, même après avoir perdu sa maison, elle croyait toujours qu'il était de ma responsabilité d'endurer leurs abus, et de payer pour leurs erreurs. J'ai supprimé le message vocal. Je n'ai pas seulement supprimé le fichier audio. J'ai supprimé l'emprise émotionnelle qu'elle avait sur moi pendant toute ma vie. Je n'ai pas détruit leur famille. J'ai simplement cessé d'être la banque qui finançait leur cruauté. Ils ont construit une maison en allumettes, ont invité un pyromane à l'intérieur, et étaient furieux contre moi, parce que j'avais refusé de rester dans le salon et de brûler avec eux. La dette de sang avait été entièrement payée, et elle avait été payée avec leur propre argent. J'étais enfin vraiment libre. L'avis d'expulsion de 30 jours a expiré, et la maison de la rue M était officiellement vacante. J'ai engagé une équipe de nettoyage professionnelle pour effacer les vestiges de Baxter et Cléo de la propriété,
j'ai remplacé les tapis, et j'ai immédiatement mis la maison sur le marché immobilier. Parce que le marché du logement dans cette banlieue spécifique avait grimpé en flèche au cours des 3 dernières années, la maison s'est vendue en moins de 48 heures lors d'une énorme guerre d'enchères. Je suis reparti de la table de clôture avec un profit stupéfiant. L'argent a atteint mon compte LLC, y reposant comme une énorme pile de potentiels non attribués. Mes parents m'avaient accusé d'être égoïste. Ils disaient que je thésaurisais ma richesse, et que je me souciais plus de mes règles que d'aider les gens. J'ai décidé de leur prouver qu'ils avaient absolument raison, mais à mes propres conditions. J'ai pris 500 000 $ des bénéfices de la vente de la maison, et j'ai établi un fonds fiduciaire éducatif permanent. Je l'ai nommé la Fondation Horizon. C'est un fonds de bourse spécialisé, conçu spécifiquement pour les étudiants universitaires entrant dans les domaines STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Mais il y a une clause unique dans le processus de candidature. La bourse vise les étudiants qui sont financièrement indépendants parce qu'ils ont dû couper les liens avec des familles toxiques, abusives ou financièrement manipulatrices. Chaque année, je paie les frais de scolarité complets pour 2 jeunes ingénieurs brillants, qui sont assis quelque part dans un sous-sol, jouant avec des fils, se faisant dire par leur famille qu'ils sont bizarres, inutiles, ou un fardeau. J'ai utilisé l'argent qui était censé financer le style de vie paresseux de mon frère pour construire un pont pour les enfants qui méritent réellement de le traverser. C'est mon héritage. Cela fait 8 mois depuis le barbecue. Ma vie est incroyablement calme maintenant, mais ce n'est pas le silence solitaire et terrifiant que je craignais quand j'étais enfant, désespéré de l'approbation de mes parents. C'est le silence profond et paisible d'une forteresse. Je suis assis sur le balcon de Montpentouse en ce moment. L'horizon de Seattle brille de millions de petites lumières contre le ciel nocturne sombre. J'ai un verre de vin rouge coûteux à la main. L'air ici est vif et pur. Je pense parfois à Ehan. Nous restons en contact. Il a utilisé la clôture de l'affaire, après avoir vu Cléo enfermée, pour enfin aller de l'avant. Il a ouvert son propre atelier de réparation automobile à Atlanta le mois dernier, et les affaires sont florissantes. Je pense à mon laboratoire détruit au sous-sol. J'en ai construit un nouveau. Il est plus grand, plus rapide, et entièrement sécurisé. Personne ne viendra plus jamais détruire mon sanctuaire avec une masse. Protéger sa paix exige parfois de devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Cela exige de regarder les personnes partageant votre ADN, et de réaliser que le sang partagé n'équivaut pas à une licence d'abus. Ça fait mal de couper le cordon. L'amputation est agonisante. Mais une fois le membre infecté disparu, la fièvre tombe, et vous commencez enfin à vivre. J'ai cessé de supplier pour une place à une table où j'étais le seul plat au menu. J'ai construit ma propre table à la place. Certains proches m'envoient encore des messages, me traitant de sans-cœur pour avoir laissé mes parents dans un logement loué, luttant pour joindre les deux bouts. Ils disent que la famille est la famille, quoi qu'il arrive. Alors je vous demande, mon jury, ai-je eu tort de couper complètement les ponts avec eux, et de les laisser assumer les conséquences, ou devrais-je leur pardonner, faire un chèque, et payer une dernière fois pour sauver la vieillesse de mes parents? Merci d'avoir suivi mon histoire. Veuillez laisser vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain drame.